Alors, nous allons continuer dans la suite de l'être et du devenir dont nous avions parlé la dernière fois pour essayer de comprendre les 4 éléments que nous avons évoqués au sujet de l'être et du devenir. D'abord, sa position, la position de ce problème dans l'histoire de la philosophie. Ensuite, pourquoi s'intéresser à cette question de nos jours. Et ensuite, les enjeux qu'il y a. Et enfin, les implications qui existent entre l'être et le devenir même en tant que concept. Pour cela, je propose cet exercice de réflexion sur une pensée presque ordinaire. De coutume, l'on s'est dit X est devenu comme ça, Y est devenu comme ça, ceci est devenu comme ça, cela est devenu comme ça. Mais sans pour autant nous voir en train de poser effectivement la problématique récurrente de l'être. Lorsque nous disons que ceci est devenu, du coup, les 2 concepts de l'être et de devenir surgissent. Nous avons ceci qui correspond au sujet, donc l'être, et nous avons le fait de changer, idée de changer, de modifier. Et alors, on s'interroge en ce moment sur le fait que quelque chose a changé. Est-ce en se régnant ou en se réalisant davantage? L'opinion dit cet homme devient méchant. Lorsque je dis cet homme devient méchant, ce qui ne se fait pas sentir, c'est que ça pose la question de la place de l'homme. Qui est-il? Est-ce sujet? Est-ce acteur? Est-ce celui qui subit le changement qui est de devenir méchant? Cette transformation qui consiste à quitter un état pour un autre, l'homme devient méchant, nous met face à une problématique en réalité philosophique, mais qui a priori n'apparaît pas comme telle. C'est que le sujet homme est l'acte ou le mouvement par lequel il devient, c'est-à-dire il passe à un autre état. Ce passage d'une situation ou d'un état à un autre pose 2 questions fondamentales. La première, qu'est-ce qui se transforme? Ce qui se transforme-t-il par lui-même ou est-il lui-même victime, entre guillemets, de la transformation? Et la deuxième question, c'est que l'état vers lequel la transformation qui s'accomplit, l'état vers lequel le sujet tend vers, cette transformation est-elle réellement une nouveauté ou avait déjà ces éléments, ces racines, ces indices dans la situation de départ? Donc, on posera le problème ainsi. Le sujet, acteur du changement, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le sujet subit ou victime du changement. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est que l'état qui résulte de la transformation, donc l'état présent, lui aussi existe au préalable dans le sujet,
Où apparaît-il de nouveau? Alors, on verra que dans l'histoire de la philosophie, les deux tendances dont nous avons eu à parler reviennent, à savoir que pour les uns, le sujet est auteur du changement, donc l'être est acteur du devenir, l'être est responsable de son devenir. Ça, c'est pour les premiers. Les premiers penseurs, c'est-à-dire le premier groupe de penseurs, considèrent que l'être est maître. Et pour les seconds, l'être subit la transformation. L'être subit la transformation, le changement. Alors, au cas où on percevait l'être comme étant ce qui subit la transformation, du coup, l'être est irresponsabilisé de son sort. Il n'est pas maître de son sort. Et là, on est dans une logique beaucoup plus religieuse, beaucoup plus de l'ordre de la croyance. Mais du point de vue des philosophes, qu'on verra prochainement, beaucoup plus matérialistes ou même athées, ils sont de la première posture où l'être est totalement maître de son sort. Ensuite, c'est pour ce qui concerne l'État, on dira que l'État existait au préalable dans l'être. Pour les premiers, on serait dans la même posture. Les premiers considéreront que l'être donc est au préalable, son état futur existait déjà dans son état présent, même s'il ne s'était pas manifesté comme on peut le sentir. Donc cet homme, quand on dit que cet homme devient méchant, la méchanceté dont il est question, en réalité, n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas que d'une chose est apparue une chose du néant. Non. Pour les premiers, il y a toujours des indices, des éléments de méchanceté au préalable dans ce que nous qualifions aujourd'hui d'être devenu méchant. En réalité, la méchanceté y était bien avant. Peut-être qu'elle ne s'était pas manifestée ou elle n'avait pas atteint un niveau perceptible. Mais dans tous les cas, rien ne vient du néant. Tout existe déjà en l'être qui, au cours de sa transformation, laisse apparaître, manifeste ses différentes caractéristiques, ses différents aspects. Mais rien n'apparaît venant du néant, qui n'avait pas déjà sa racine dans l'être en tant que tel. Maintenant, de l'autre point de vue, c'est-à-dire pour les seconds penseurs, pour eux, l'être subit son sort. L'être subit son sort. Dans ce cas, devenir méchant serait totalement étranger à l'homme. C'est-à-dire qu'il le serait devenu dans telle ou telle circonstance, malgré lui-même, entre guillemets. Autrement dit, il n'aurait pas eu d'éléments préalables qui se seraient développés et faire jour. Non, il y aurait eu la naissance d'une nouvelle chose dans le sujet, dans l'être, qui en réalité auparavant n'existait aucunement, n'existait même pas en miniature. Donc de ce point de vue, l'homme qui devient méchant ne le devient pas par lui-même, le devient par le monde extérieur.
par autre chose. Donc n'a pas de responsabilité par rapport à ce qu'il est devenu, puisqu'il est devenu malgré lui-même. Mais dans la première posture, il n'est pas devenu par l'extérieur, mais parce qu'en son sein, il y avait déjà des éléments qui le prédestinaient, entre guillemets, à la méchanceté. D'ailleurs, comme tout homme semble être un sujet qui possède à la fois tout ce qu'il est susceptible de développer par la suite. Donc, on ne pourrait pas dédouaner une personne pour avoir développé tel ou tel défaut ou telle qualité pour dire qu'il n'en est rien, il en est pour quelque chose. En tout cas, du point de vue des premiers penseurs par rapport à la question. Maintenant, la deuxième problématique qui concerne l'existence, et le deuxième volet de la deuxième problématique, est-ce que l'État apparaît de nouveau? On dirait oui, l'État est une apparition nouvelle lorsqu'on s'inscrit dans la dynamique de la vision religieuse. Mais dans la dynamique de la vision matérialiste, non, il n'y a pas de nouveau, il n'y a qu'une continuité, il n'y a qu'une progression. Et la leçon prochaine nous donnera l'occasion d'indexer clairement les auteurs et selon leurs tendances, selon leurs penchants sur la question de l'être et du devenir, et notamment par rapport à cette problématique de la possibilité de l'homme de devenir méchant. Est-ce que l'homme qui devient méchant, l'est-il devenu par lui-même ou par autre chose? En tout cas, par rapport à la question, Socrate disait déjà que nul n'est méchant volontairement. Et cela reviendrait à dire que le méchant n'est pas totalement responsable de son sort, de son attitude, que le monde extérieur en est pour quelque chose. Or, dans le point de vue totalement matérialiste, non, on ne pourrait pas du tout dédouaner le sujet parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et toutes les transformations qu'il subit existent déjà en lui en tant que sujet, en tant qu'être, ne serait-ce qu'en miniature. Pour finir, on va déboucher au dernier aspect du problème qui concerne la compatibilité entre l'être et le devenir. C'est-à-dire, est-ce que l'homme qui devient méchant, tout en devenant méchant, cesse-t-il d'être homme? Effectivement, est-ce qu'il cesse d'être homme puisqu'il devient méchant? Autrement dit, est-ce qu'on peut tout en étant et devenir? Est-ce que la transformation n'anéantit pas le sujet qui se transforme? En tout état de cause, nous savons que d'ordinaire, c'est un sujet, c'est l'homme qui devient méchant, mais cela ne l'enlève pas le qualificatif d'homme. Il reste homme. D'ailleurs, s'il n'est pas homme, l'attribut méchant ne servira à rien, ne pourrait pas se faire comprendre. Alors donc, en substance, on comprend que le sujet n'est sujet que dans le devenir, tout comme le devenir n'est aucunement perceptible que sur un sujet. Il faut que l'homme soit là pour qu'on parle de méchanceté. Et la méchanceté ne peut pas exister sans l'homme, tout comme l'homme ne peut pas exister sans une certaine tendance, que ce soit vers la méchanceté, ou vers la bonté, ou vers la pitié, ou vers quelque autre qualité que ce soit. Alors donc, en synthèse, nous allons dire que le devenir et l'être sont nécessairement complémentaires. La méchanceté en l'homme est à la fois nécessite donc l'existence de l'homme, et le fait de devenir méchant également est une caractéristique humaine. Voilà ce que l'analyse de cette réflexion peut nous donner.